Dans cette machine physique, du coup, on utilise des applications qui font de la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi? C'est tout simplement une simulation. Alors, je caricature, hein, mais c'est en gros la simulation d'un ordinateur dans un autre ordinateur. Donc, du coup, ben, très bien, la simulation d'un ordinateur dans un ordinateur, voilà à quoi ça pourrait correspondre. La seule limite qu'on ait, en fait, vraiment la seule limite, ce serait du coup les ressources matérielles. En effet, si on a une machine virtuelle qui doit, par exemple, avoir un processeur qui dispose de 4 cœurs et qui doit disposer du coup, de 8 gigas de RAM, et ben, il faut s'assurer que le serveur physique, la machine hôte, c'est ce qu'on appelle la machine hôte, il faut s'assurer que cette machine-là dispose, des ressources matérielles nécessaires. C'est-à-dire que si la VM, elle nécessite 4 gigas de RAM, il faut que la machine physique, elle ait au moins 4 gigas de RAM. Si elle a que 2 gigas de RAM, bon, ben, du coup, ça sert à rien, ça va pas marcher, en fait. On n'aura pas suffisamment de ressources pour faire tourner la machine virtuelle. Voilà, donc là, on a des contraintes matérielles, pour pouvoir faire tourner, du coup, cet environnement-là. Donc concrètement, donc dans un système, virtualisé, voilà comment ça se passe en fait. Donc là, on est sur un système virtualisé. Donc, le gros rectangle, je précise que c'est notre machine physique et les rectangles arrondis, ce sont des machines virtuelles. Et donc ce qu'on veut faire, c'est tout simplement du coup, on veut juste isoler par domaine d'application, on va réisoler du coup les applications, en fonction de leur domaine d'application. Donc juste, je remodifie les couleurs. Voilà. Et donc bien sûr, dans une seule machine virtuelle, on peut avoir plusieurs applications du même domaine d'application qui s'exécutent. Donc là, admettons, là, je pourrais très bien avoir un service LDAP qui tourne dedans, avec peut-être une base de données, qui fait l'authentification LDAP enfin l'authentification SQL, pardon. Je pourrais très bien avoir un service applicatif, qui s'occupe de faire l'authentification. Ensuite, en bleu, je sais plus ce que c'est, je crois que c'était la persistance. Bon, on va dire que c'est la persistance. En gros, en bleu, je pourrais avoir tout ce qui est des bases de données. Je pourrais avoir des bases de données SQL Server, des bases de données MySQL, des bases de données Oracle, des bases de données Postgre, peut-être même des bases NoSQL avec du Cassandra, du MongoDB ou autre. Et ensuite, en vert, on avait dit que du coup, c'était les services web. Admettons peut-être que j'ai plusieurs microservices qui tournent. Donc, des microservices, c'est quoi, hein? C'est juste des applications web qui tournent, mais qui ont du coup qui ont un périmètre applicatif assez précis, assez limité en fait. Et bien entendu, j'ai toujours sur mon serveur principal, je laisse quand même des services, des applications qui vont tourner pour faire du coup analyse de log. Voilà. Donc auparavant, vous avez un système standard où est-ce que c'était un peu le fourre-tout avec plein d'applications. Après, on est passé sur un système virtualisé. Ce système virtualisé, bah, du coup, on a vraiment voulu isoler les applications en fait par domaine d'application sur des serveurs dédiés. Et donc, depuis l'extérieur, en fait, il faut savoir que chaque serveur virtuel, donc chaque machine virtuelle, sont identifiées par ben, du coup des adresses IP parce qu'elles font partie sur un même réseau. Donc, elles ont des adresses IP différentes. Admettons celle-ci, elle est en point 1. Hop. Ensuite, là, on est du coup en 192.168.0.2. Ici, 192.168.0.3. Et on aurait peut-être le serveur, lui, qui serait du coup sur un autre réseau, genre 192.168.10.1. Voilà. Et quoi qu'il en soit, voilà, en fait, il suffirait du coup dans un système virtualisé, voilà, on fait en sorte que les machines virtuelles soient isolées sur des réseaux isolés, hein, pour les protéger. Ça rajoute pas mal de couches de sécurité. Et là, maintenant, il y a ce qu'on appelle du coup, on a vu du coup ces deux systèmes-là. Maintenant, on va voir du coup le système de conteneurs. En fait, on va voir ce que c'est. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, moi c'est bon. Bon pour moi aussi. Ok, C'est bon. ok. Zugman, pour toi, c'est bon aussi ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Là, au moins dans la théorie. Ouais, ouais. Bah, enfin, j'ai déjà fait des stages dans le réseau, en fait, donc 2-3 trucs que je connais. Enfin, les Bon, machines super. virtuelles un peu, quoi. Ok, super, super, ça marche.
Du coup, toi, Victor, tu as un truc à me rajouter sur ce que j'ai dit ou il n'y a rien à dire? Non, rien à dire, c'est parfait. Ok, ça marche. Allez, maintenant, on va passer sur le système des conteneurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conteneur? Un conteneur, il faut voir ça vraiment comme quelque chose, comme vraiment l'objet en son sens propre. C'est-à-dire que c'est en fait une boîte, c'est vraiment une boîte qui va du coup disposer, qui va contenir du coup des applications. Et en fait, cette boîte qui va contenir ces applications, cette boîte, elle est isolée du système. Elle est complètement isolée et ça permet de rajouter pas mal de couches de sécurité. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que votre application, en fait, quand elle va se situer dans votre conteneur, elle ne pourra plus du coup communiquer elle ne pourra plus communiquer directement avec le serveur physique sur lequel il tourne et il ne pourra pas non plus communiquer avec l'extérieur. Et donc, vos applications, en fait, vos applications, on va les stocker du coup dans un conteneur. Donc, l'idéal, c'est une application par conteneur. Alors, on va essayer de voir un peu concrètement, du coup, quel est l'avantage d'utiliser le conteneur dans un système, du coup, un système standard. Dans un système standard, du coup, on a un peu toutes nos applications qui tournent dedans. Je vais juste décaler un petit peu pour agrandir notre système standard. Là. Tac. Parfait. Et je vais encore décaler mon conteneur en le réduisant un petit peu. Ouais, je vais le réduire de 25%. 25%, c'est peut-être un peu trop. Redimensionner, c'est plutôt 75. Encore. 50. Voilà. Donc, hop, on va créer plusieurs conteneurs dans notre application. Voilà. Ça, c'est bon. Tac. Hop. Hop là. Voilà. Donc notre application, voilà, un conteneur, donc on va, voilà, en gros, c'est c'est juste une boîte logicielle dans lequel on va y stocker du coup une application. Cette application, elle ne va tourner que dans cette boîte en fait logicielle et cette boîte logicielle étant complètement isolée du système de base en fait du serveur physique. Eh bien, en gros, les applications qu'il y a dans le serveur physique ou les connexions qui peuvent provenir de l'extérieur qui vont tenter de se connecter sur le serveur physique ne pourront pas accéder au conteneur. Et ça permet vraiment de les isoler. Alors, quelle est la différence du coup entre des conteneurs du coup et vraiment les applications basiques? On pourrait se dire oui, mais quand on a une application standard, admettons, je vais parler de MySQL. MySQL, quand on le configure, on peut dire très bien, je veux que par défaut, MySQL, en fait, il n'accepte que les connexions qui viennent de localhost, en fait. Donc les connexions les connexions locales. C'est-à-dire que par défaut, une autre machine ne peut pas se connecter à votre serveur MySQL. Pour pouvoir autoriser la connexion distante, il faut modifier du coup la configuration de MySQL en disant j'autorise du coup l'écoute sur toutes les interfaces réseau et dans ce cas-là, du coup n'importe quelle machine externe qui veut se connecter sur le serveur MySQL pourra le faire. Si par défaut on ne configure pas ce système-là, en fait, par défaut on ne configure pas donc le fait d'autoriser les adresses distantes à se connecter sur le serveur, enfin les machines distantes à se connecter au serveur SQL, eh bien par défaut, les autres machines ne peuvent pas très bien, mais par défaut, ça n'empêche que les applications en interne au système peuvent se connecter à la partie MySQL en fait. Et ça, typiquement, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que admettons que notre serveur physique se fasse pirater. On a le pirate qui accède du coup à tous les services de notre machine, mais en plus, il va pouvoir du coup pirater la base de données parce qu'il suffira il suffira juste de se connecter sur la base de données en fait. Et s'il ne connaît pas le mot de passe de connexion, c'est pas très grave parce qu'il peut très bien du coup quand même réinitialiser la configuration de la base de données ou alors récupérer du coup les données de la base et à partir du moment où il extrait les données de la base, sans pour autant s'être connecté dessus, il suffit juste d'extraire les données qui sont dans un répertoire. Et à partir de ce moment-là, voilà, il a fait en gros, il a piraté la base et notre base est corrompue et du coup, voilà.
Pourtant, on pensait qu'on était en sécurité. Pourquoi? Parce que les services tournaient, le service de base de données ne pouvait être appelé que par les services internes, en fait, que les services qui tournaient sur cette même machine-là. Or, on vient de voir que ce n'était pas le cas. Donc, il est arrivé une nouvelle solution qui s'appelle du coup les conteneurs. Le conteneur, quand vous prenez une application, donc je vais zoomer un peu sur notre conteneur, quand vous prenez une application et que vous la stockez du coup, donc là, admettons, on va travailler sur du coup cette petite pastille bleue. Cette pastille bleue, du coup, elle va représenter MySQL puisque je fais l'exemple avec MySQL. Donc, voilà. Donc, on a cette pastille qui correspond à MySQL. Eh bien, en fait, l'avantage de le stocker dans un conteneur, c'est que quand je vais stocker ce service dans ce conteneur-là, en fait, vu que le service va être dans le conteneur, eh bien, aucune des autres applications qui se trouvent sur le système ne va pouvoir du coup interroger le conteneur. Si jamais on souhaite le faire, en fait, il va falloir du coup personnaliser le conteneur. En fait, il va falloir modifier du coup ses propriétés pour que ça se fasse. Donc voilà l'intérêt d'utiliser du coup les conteneurs. Ah, et un autre truc aussi, c'est que le conteneur, on le démarre quand on en a besoin et on l'arrête quand on n'en a plus besoin en fait. Et ça, c'est pratique parce que du coup, ton conteneur, eh bien, le service qui va tourner dedans ne va pas tourner H24, il va seulement tourner le temps dont tu as besoin en fait, le temps dont tu as besoin pour pouvoir du coup utiliser les ressources SQL qu'il y a dedans. Donc ça, en gros, c'était vraiment la vision globale sur le fonctionnement. En fait, c'est même pas le fonctionnement, c'est sur vraiment pourquoi est-ce que les conteneurs existent et voilà à quoi est-ce qu'ils servent. Ceux qui ont vu du coup Docker, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que je me suis planté sur certaines de mes explications ou est-ce que c'était peut-être pas suffisamment clair? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Zugman, dans la logique des choses, je résume juste. En gros, un conteneur, ça permet d'isoler une application et que cette application-là ne soit pas accessible par un autre programme de ton ordinateur, en fait. C'est vraiment pour l'isoler à fond, en fait. Ça Ok. marche? Ouais, ça marche. Ok. Après, il y a que des développeurs ici? Ouais. Ok, bon bah du coup, rien à ajouter. Ensuite, bah, maintenant, on va voir vraiment du coup le fonctionnement du conteneur. Donc, votre conteneur, alors, on va du coup présenter. Alors, je vais présenter plusieurs couches. La première couche que je vais présenter, c'est la couche du système d'exploitation. Alors là, pardon, là, ce que je vais faire, je vais vous présenter toutes les couches. Non, même pas, c'est même pas ça. Je vais vous présenter toutes les couches matérielles et logicielles qui existent sur une machine, en fait, en allant jusqu'à du coup votre application standard. Et je vais vous faire ça parce que c'est très important de comprendre comment fonctionne le conteneur par la suite. Donc, par défaut, on a la couche hardware en fait. La couche hardware, c'est votre couche matérielle. Donc dessus, vous avez donc la carte mère, la RAM, le processeur, le disque dur et tous les autres périphériques. Sur cette couche-là vient du coup se superposer la couche du système d'exploitation. Donc votre système d'exploitation, peu importe du coup lequel il est, que ce soit du Windows, du Linux ou du Mac ou un autre en fait, peu importe. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez une autre couche, c'est ce qu'on appelle la couche logicielle. Vous avez du coup la couche logicielle. La couche logicielle, ben voilà, c'est par défaut toutes les applications que vous utilisez, vraiment n'importe quelle application que vous utilisez va être commandée par votre système d'exploitation. Quand vous, en tant que développeur, vous créez une variable, en gros, le compilateur et même l'exécuteur, en fait, la partie runtime qui va exécuter votre logiciel, il va en gros demander au système d'exploitation de lui attribuer de la mémoire pour pouvoir y affecter, de la mémoire pour pouvoir affecter une variable à cette mémoire-là, en fait. Et votre système d'exploitation, il va aller analyser la RAM, en fait, et vérifier, du coup, quel est l'emplacement de mémoire libre qui pourrait contenir, du coup, le type de variable que vous voulez stocker. Une fois qu'il a trouvé, ce que fait le système d'exploitation, il renvoie, du coup, à la partie runtime de votre logiciel, il renvoie, du coup, l'adresse mémoire. Et vous, en fait, côté logiciel, vous stockez dans l'adresse mémoire, en fait, vous stockez du coup de la donnée. Voilà comment ça se passe. Et donc, la virtualisation, en fait, pour pouvoir vraiment expliquer les choses,
il y a 2 types de virtualisation. Je vais pas parler des 2 types, en fait, il y a même 3 types de virtualisation. Je vais pas parler des 3 types, je vais parler seulement de la virtualisation la plus courante qu'on utilise. C'est-à-dire que voilà, on a notre système d'exploitation. Sur notre système d'exploitation, on a du coup des logiciels. Parmi ces logiciels-là, on a un logiciel de supervision. Et ce logiciel de supervision, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tout simplement faire la simulation de couches matérielles. Il fait la simulation de couches matérielles. Cette simulation de couches matérielles, elle va se baser sur quoi? Ben, tout simplement sur la couche matérielle physique. Donc, je l'appelle VHARD pour Virtual Hardware. Donc, cette couche-là, il faut vraiment prendre en compte qu'elle se base vraiment sur la couche. Pardon. Elle se base vraiment. Je suis trop con, quoi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Ok, bon, tant pis. Tac. Tac. VHARD. Tac. Ça, là, là. Voilà. Donc, elle se base sur la couche matérielle. Et ensuite, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rajouter une surcouche qui va être le système d'exploitation virtuel. Donc là, on a encore une surcouche qui est du coup le système d'exploitation virtuel. Et par-dessus, on a du coup une dernière couche qui est du coup les VAP, les applications virtuelles en fait, qui tournent dans votre machine virtuelle. Donc là, on a les VAP. Voilà. Donc, ça fait pas mal de couches en fait. Ça fait pas mal de couches. Eh bien, tout ça pour pouvoir arriver à isoler des applications. Ça, c'était l'ancien système. Maintenant, avec les conteneurs Docker, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur notre couche matérielle, enfin sur notre couche de système d'exploitation de base, qui est vraiment sur la couche physique, sur la couche matérielle physique, pardon, on a du coup ce qu'on appelle, on installe un logiciel qui s'appelle du coup un moteur c'est pas un moteur de virtualisation, mais c'est un moteur de conteneur en fait. Enfin, ça porte un autre nom, là j'ai plus le terme exact. Mais quoi qu'il en soit, on installe une surcouche. En fait, cette couche-là, elle est même partagée avec la couche applicative. Pourquoi? Parce que en fait, quand ils ont développé, quand les conteneurs ont été développés, l'objectif c'est de gagner en performance. Là, vous voyez très bien qu'avec la virtualisation, on est très loin de la performance en fait. Pourquoi? Parce que du coup, vos applications, elles vont être extrêmement lentes. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir échanger de la donnée dans la RAM, eh bien, elle doit traverser tout un tas de couches, en fait. Et ça demande du temps. Eh bien, avec les conteneurs, du coup, on a du coup voilà, c'est le moteur de conteneur, en fait. Alors, ça porte vraiment notre nom, mais là, j'ai vraiment pas le terme en tête, donc je suis désolé. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, cette couche-là, cette couche moteur des conteneurs, elle est vraiment au même niveau que la couche logicielle, la première couche logicielle, puisque du coup, elle va se baser sur le système d'exploitation. Et ça va au-delà, ça veut dire que les conteneurs, en fait, le moteur des conteneurs, ce qu'il fait, il va vraiment se baser, il va vraiment utiliser, il va vraiment faire des gros échanges avec il va faire de très gros échanges avec le système d'exploitation, parce que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de vraiment performant. Et vos applications, en fait, elles vont tourner, ça va être une petite couche qui va être juste au-dessus. Vos VAP, elles vont tourner juste là-dessus, en fait. Donc là, on a des VAP. C'est même pas des VAP, c'est même pas des applications virtuelles, hein. Ce sont vraiment des... je vais appeler ces apps pour Container Applications, en fait. Vos applications de conteneurs, elles vont vraiment être dans cette couche-là. Et il faut savoir que autant dans la partie virtualisation, en fait, autant le matériel virtualisé, il est basé sur le matériel physique, mais ce matériel virtualisé, c'est du logiciel, en fait, hein, d'accord? C'est rien de plus que des lignes de code qui simulent, du coup, qui font la simulation de couches matérielles. Donc, du coup, tout ça, ça fait que ça rame encore plus, en fait, ça rame vraiment. Alors que dans les moteurs de conteneurs, en fait, le moteur de conteneurisation, lui, ce qu'il fait, il se base directement sur le matériel existant, en fait. C'est vraiment sur la couche physique, en passant par la partie du système d'exploitation haute pour pouvoir faire les échanges. Et là, vraiment, on a vraiment un maximum de performance.
Et là, donc, on a vraiment vu du coup comment fonctionnait le conteneur. Donc, le conteneur, comment ça se passe? Quand vous créez le conteneur, c'est cette zone rouge là en fait qui s'appelle CApps. Votre conteneur, vous le créez à partir de là. Et votre conteneur, quand il s'exécute, il se base sur le container engine. Et ce container engine, en fait, il fait les échanges, tous les échanges qu'il faut avec le système d'exploitation de la couche matérielle. Et il faut savoir que c'est vraiment de la performance pure, quoi, hein. C'est hyper performant. Et donc, vous avez du coup plusieurs technologies de containerisation. Vous avez du coup Docker, sur lequel je vais former. Vous avez du coup Microsoft qui intègre du coup les conteneurs, en fait, les conteneurs Microsoft, mais ça porte pas un nom, en fait. C'est vraiment les conteneurs Microsoft, ça s'appelle comme ça, en fait. Sauf que ces conteneurs Microsoft, enfin non, vous avez ça. Sous Linux, vous avez du coup, vous avez un autre système qui est Containerize, ou je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais vous avez un autre moteur de conteneur. Mais quoi qu'il en soit, quand vous utilisez Docker, eh bien Docker, il se base, si vous l'installez sous Windows, il va utiliser le système de conteneur interne à Windows. Et si vous l'installez sous Linux, il va se baser sur le système de conteneur interne à Linux, en fait. Et c'est pour ça que du coup Docker il est multiplateforme, en fait. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel OS, en fait, ça fonctionnera très bien. Parce que voilà, ils ont étudié le machin pour. Donc maintenant, ce qu'on a fait, on a vraiment vu du coup le conteneur, la partie architecture du conteneur. On a vu aussi du coup, quelle est la différence du fonctionnement de Docker par rapport à un système standard ou un système virtualisé. On a bien compris que les conteneurs permettaient d'apporter plus de sécurité et plus de performance que la virtualisation. Ce qu'il y a de bien aussi avec un conteneur, et c'est ça qui est assez puissant, c'est que dans un conteneur si votre Docker, vous le faites tourner, si vos conteneurs Docker, vous les exécutez sur un système d'exploitation de type Windows, eh bien, rien ne vous empêche de faire tourner des conteneurs Docker qui sont basés sur du Linux. Comment ça va se passer? Ça va se passer en fait, eh bien, tout simplement que sous Windows, Docker, quand il va s'installer, il va utiliser une machine virtuelle. En fait, il va utiliser une machine virtuelle sous Linux et il va utiliser du coup les ressources de la machine virtuelle de Linux pour pouvoir pour qu'on puisse profiter des conteneurs Linux. Juste avant qu'on passe plus loin, et que si jamais, alors, et justement pour éviter des problèmes de compatibilité, si jamais il y en a qui veulent du coup installer Docker, il faut savoir que Docker, il s'installe par défaut, il s'installe sur un. Alors, je parle sous Windows parce que sous Linux, vous n'aurez jamais aucun problème, hein. Mais sous Windows, pour installer Docker, il faut être sur un Windows Server ou alors sur un Windows 10 version professionnelle, en fait. Si vous êtes sur une version Home, par défaut, vous ne pouvez pas l'installer. Mais il existe une solution de contournement. C'est tout simplement d'installer la mise à jour. En fait, il faut ajouter une fonctionnalité. En fait, il y a une fonctionnalité à partir de la version de Windows 10 version 2004. Il y a une fonctionnalité, enfin, il y a une mise à jour qui apporte une fonctionnalité qui permet de faire passer votre. Enfin, c'est même pas ça. C'est des fonctionnalités. Ça ajoute à votre Windows 10 Home, ça ajoute des fonctionnalités qui sont à la base sous Windows 10 Pro, en fait. Et Docker, quand il va s'installer du coup sur votre Windows 10 Home avec la nouvelle fonctionnalité ajoutée, eh bien en fait votre Docker ne va pas crash parce qu'il va croire qu'en fait vous êtes sur une version Windows 10 Home. Windows 10 Pro, pardon. Et du fait d'être sur une version Windows 10 Pro, qu'est-ce que ça vous permet qu'est-ce que ça apporte de plus, même si c'était déjà possible sous Windows 10 Home, je crois. Mais en gros, sous Windows, vous avez du coup un truc qui s'appelle Hyper-V. Donc Hyper-V, c'est une technologie de virtualisation. C'est du coup un hyperviseur Microsoft qui permet de créer des machines virtuelles. Et donc, je vous parle de tout ça parce que par défaut, et du coup, Earth peut confirmer, c'est-à-dire que sous Windows 10 Home, si vous voulez faire tourner Docker, il faut impérativement ajouter cette fonctionnalité. Et ensuite de ça, il faut du coup, il faut installer Docker en fait. Et bon, voilà, ça fonctionnera. Juste pour savoir du coup, qui est sous Windows 10 Home? Moi. Ça marche, ok. Bon, pour la démo. Je viens Ouais. juste de l'installer en plus. Donc. Ah, ok, ça marche. Bon, honnêtement, ça pose pas de problème. Si tu veux, il y a plein de tutos sur Internet qui sont plutôt bien expliqués pour pouvoir passer, du coup, activer la fonctionnalité Windows 10. Enfin, ajouter la fonctionnalité nécessaire à Windows 10 Home pour pouvoir supporter Docker. Normalement, si tu fais install
SSL2, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'avais fait moi pour pouvoir activer Docker. Oui, c'est vrai, tout à fait. Le WSL2, ouais, c'est vrai. WSL2, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Normalement, de toute façon, dans les. Alors, je ne vais pas expliquer en détail parce que la procédure est assez longue, mais en gros, il faut ajouter la fonctionnalité. Une fois que la fonctionnalité est ajoutée, il faut activer d'autres fonctionnalités, notamment le sous-système Linux en fait dans Windows. Pourquoi? Parce que le sous-système Linux, c'est un noyau Linux, pardon, qui partage les mêmes ressources que le noyau Windows en fait. Et il permet de faire tourner du Linux en parallèle à son Windows. Ça, c'est trop puissant. Et Docker se base en fait sur la WSL2 en fait, qui est le Windows System Linux version 2 pour pouvoir faire tourner du coup les conteneurs. Du coup, je crois que ça lui permet même de ne plus passer par les machines virtuelles Hyper-V en fait. Mais bon, il faudrait revoir en détail. Mais bref, quoi qu'il en soit, juste pour montrer qu'il y a plein de tutos quand même qui existent, plein de ressources qui existent pour pouvoir du coup passer Docker sous Windows 10 Home. Donc installe Docker Windows 10 Home. Et là, du coup, voilà. Donc, premier lien, vous avez même Docker. Donc, vraiment, c'est Docker de base qui explique, du coup, toute la procédure, en fait, à mettre en place. Donc, bon, ça, c'est parfait. Et après, vous avez bien sûr d'autres sites qui sont plutôt des blogs qui montrent, du coup, toutes les étapes à réaliser pour pouvoir faire l'installation. Donc, Docker, pour voir un peu comment ça se passe sous Windows, pour pouvoir installer Docker, rien de bien compliqué. On admet, d'accord, on part sur le principe qu'on est une version Windows qui supporte Docker. Donc, rien de bien compliqué, on va sur Docker, Docker Download, normalement, tac, Docker Download, et là, du coup, on a la possibilité de passer sur le Docker Hub pour pouvoir télécharger la version de Docker. Donc, une fois que vous avez du coup la version de Docker, voilà, ça se télécharge et vous l'installez. Quand Docker s'installe, une fois qu'il est installé, Docker va tourner en tant que service sur votre machine. C'est une application qui tournera H24 tant que votre système est démarré. Ensuite, c'est un service qui démarrera automatiquement au démarrage de votre machine. Et ça, c'est plutôt sympa aussi, puisque c'est normal. Hein. Ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir accéder n'importe quand, à n'importe quel moment, à un conteneur Docker. Donc, Docker, quand il s'exécute sur votre machine, à quoi il ressemble? Tout simplement, quand il va s'exécuter, vous allez avoir dans votre barre de notification, enfin dans votre barre des tâches, vous allez du coup avoir une petite icône qui représente une demi-baleine qui dispose de plein de petits carrés sur elle. Ça, c'est l'icône de Docker en fait. Hein. Donc, si vous cliquez dessus, et que vous ouvrez du coup le tableau de bord de Docker, voilà comment il se présente. Alors juste, je vais supprimer toutes mes images pour qu'on puisse repartir sur un truc un truc propre. Même nos images LDAP hein, que j'avais fait pour le boulot. Bon, là apparemment j'ai des conteneurs qui sont en cours d'exécution. Hop, hop, tac, tac, tac. Voilà. Ok. Mais celle-ci aussi j'aimerais la supprimer en fait. Ok, ça c'est juste une erreur interne à. C'est une erreur interne à Docker. Faut pas croire que c'est parce que c'est lui qui bug, c'est juste parce que j'ai mal libéré mes ressources en fait. Voilà, et là maintenant il a bien. Donc par défaut, quand vous allez avoir le dashboard de Docker qui va s'ouvrir, en fait, vous allez avoir ceci. Donc il vous dit que là, en fait, dans cette section-là, c'est pour savoir quels sont les conteneurs en cours d'exécution. Par défaut, il n'y a pas de conteneur en cours d'exécution et par défaut, il nous propose du coup de faire un test, de tester Docker avec cette commande-là. Ensuite, si on va dans la partie des images, on voit qu'il n'y a rien. Bon. Avant de commencer quoi que ce soit, ce que je vais faire, je vais maintenant expliquer, en fait, je vais commencer à parler technique au niveau, en fait, du jargon qui est utilisé en termes au niveau de Docker. Donc, dans Docker, il faut faire attention parce qu'il y a il y a une chose importante qu'il ne faut pas confondre. Il y a deux choses importantes, par contre, qu'il ne faut pas confondre. C'est la notion d'image et la notion de conteneur. Quand vous créez un conteneur, quand vous utilisez Docker, par défaut, en fait, il faut savoir. Alors,
je vais faire du coup un parallèle. Tac. Je vais faire comme ça. Non, c'est pas... Tac. Hop là. En fait, je vais faire un parallèle avec 2 choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais faire le parallèle avec le monde de Docker et dans un second temps, je vais faire le parallèle avec le monde de votre machine, en fait. De votre machine. Donc, dans Docker, il y a vraiment 2 notions importantes à ne pas confondre. Il y a la notion d'image et il y a la notion, du coup, de conteneur. Alors, maintenant, du coup, par rapport à votre machine, en fait, une image, à quoi ça pourrait correspondre par rapport à votre machine? Une image en Docker, ça correspond en fait à votre système d'exploitation. Par rapport à votre machine, ça correspond au système d'exploitation. Et un conteneur, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement à, du coup, un ensemble. C'est un ensemble d'applications. Voilà. Donc déjà, à partir de ça, il faut vraiment, vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 choses différentes. Quand vous créez un conteneur Docker, il faut se dire que quand on crée un conteneur Docker, ce conteneur Docker doit se baser sur une image. À même titre que quand vous faites tourner des applications sur votre machine, vos applications, elles sont basées sur le système d'exploitation. Est-ce que c'est OK? Oui. Oui. Je sais qu'il y en a qui avaient du mal à comprendre du coup la distinction entre conteneur et image. Est-ce qu'avec cet exemple-là, c'est un peu plus clair du coup? Moi, c'est juste savoir une image. Par exemple, quand on dit, ouais, je prends une image Alpine, Node.js, je sais pas trop quoi, Latest, etc. C'est genre. Enfin, qu'est-ce que ça contient exactement? Ça va juste être par exemple, ton application Node.js en fait? Alors, non, pas du tout. Maintenant, voilà, on va voir maintenant ce que c'est qu'une image exactement dans Docker. Excusez-moi. Donc, juste, je bois un peu, parce que là, clairement, j'ai trop soif. Allez, c'est bon. Donc, une image, qu'est-ce que c'est exactement? Une image Docker, qu'est-ce que c'est? Il faut voir ça comme étant un système d'exploitation qui tourne sur un certain OS. En fait, admettons, donc une image, tu peux avoir une image qui tourne, enfin, sur ta machine physique, tu peux très bien avoir soit de l'Ubuntu qui tourne, soit du Debian, soit tu peux avoir du CentOS, tu peux avoir du Red Hat, tu peux avoir du Windows 10 Home, du Windows 10 Pro, etc., etc. Eh bien, ton image, c'est exactement pareil. Ton image, elle doit se baser sur un système d'exploitation. Pour pouvoir tourner, elle va régénérer un micro-système d'exploitation. Et attention, ce système d'exploitation ne va pas être complet. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir d'interface graphique, il ne va avoir que les lignes de commande et le strict minimum. C'est-à-dire que par défaut, toujours pareil, quand je suis là, je parle vraiment au niveau, maintenant je parle au niveau de la machine. Votre machine, si vous installez un serveur Debian, par exemple, Zugman, pour toi, quand je te parle de Debian, c'est bon, ça te parle? Ouais, c'est du Linux après, mais Parfait, ok, c'est bon. C'était juste savoir que c'est bon. j'utilise pas quoi, tu vois? Mais je connais, je sais que ça existe. Bon, parfait. J'en ai déjà installé une fois. Excellent. Bah, au moins que tu l'aies pratiqué au moins une fois, ça suffit largement. Oui, Mais bah, c'était c'est juste. justement pour mettre des machines virtuelles, donc Ah ben parfait, ok, ça marche. Eh bien voilà, quoi qu'il en soit, votre machine, quand vous définissez votre système d'exploitation, eh bien, et donc il arrive avec tout un tas d'outils, en fait, tout un tas d'outils, des outils que vous n'utiliserez jamais, des outils que vous utiliserez tous les jours, et des outils que vous utiliserez exceptionnellement, en fait. Eh bien, votre image Docker, en fait, quand elle va être créée, elle va se baser sur un système d'exploitation et elle va prendre le strict minimum, vraiment le strict minimum du système d'exploitation. C'est-à-dire que sous Debian, par exemple, sous Debian, si vous installez une machine virtuelle Debian, eh bien, vous pouvez voir que par défaut, vous avez la commande wget qui permet de télécharger un fichier sur Internet, en fait. Eh bien, votre conteneur Docker, si vous créez votre image Docker, pardon, si vous créez une image Docker basée sur Debian, eh bien, vous verrez que cette commande wget n'existe pas. Autre exemple d'application qui ne sera pas disponible sous le Debian, sous le Linux, la commande nano, par exemple. La commande nano ou la commande vi. Par défaut, sur votre système d'exploitation, sur votre machine physique, si vous installez du coup votre Linux, eh bien, vous avez à votre disposition la commande nano et la commande vi ou la commande vi.
ces deux commandes-là sont des éditeurs de texte en ligne de commande. Eh bien, par défaut, dans une image Docker basée sur un Linux, eh bien, par défaut, ces deux applications, le Nano et le VI, n'existent pas en fait. Par contre, il faudra les installer. Et pour les installer, par contre, vous avez du coup un outil qui est disponible. Si vous êtes sur une base Debian, ce sera apt en fait pour aptitude. Le paquet aptitude est disponible à la fois, en fait, vous l'avez sur votre machine physique, sur votre Linux physique, vous avez la commande aptitude. Si vous êtes sur une base Debian, eh bien dans votre conteneur, dans votre image Docker, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser la commande aptitude. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est extrêmement primordial en fait. Et sans cet outil-là, vous ne pouvez rien installer en fait. Eh bien, votre image Docker, elle va embarquer du coup le module aptitude, en fait, le package le package aptitude en fait. Donc, votre image, il faut savoir qu'elle embarque du coup une version extrêmement minimaliste d'un système d'exploitation, et ensuite, elle peut embarquer des applications préinstallées par défaut. Admettons, là, si vous avez du coup admettons. Donc, non, en fait, tout simplement, on va voir un truc. On va voir un truc. Donc, j'ai installé du coup j'ai installé mon Docker. Maintenant, alors, juste, je vais passer autant pour moi. Je vais passer sur un autre. Je vais passer sur PowerShell. Sur PowerShell. Est-ce que vous y voyez au niveau de la police, ou vous voulez que je zoome un peu plus? Ça va pour moi. Ok. Je vais essayer de voir quand même. Ouais, bon, je peux pas. Tant pis. Bon, si ça va, ok. Dès le moment où vous n'y voyez plus rien, vous me le dites. Donc, Ça va. par défaut, pour savoir si Docker est un service qui tourne sur votre machine sous Windows, vous avez la possibilité tout simplement d'appeler la commande docker-version. La commande docker-version, alors pardon, c'est --version. La commande docker-version vous permettra du coup d'afficher la version de Docker. Si votre Docker est et donc voilà. Donc ça permet de connaître la version de Docker, mais ça permet aussi d'être sûr que la commande Docker est disponible. Si vous faites Docker tout court, vous pouvez voir que Docker, voilà, vous avez du coup toute l'aide de Docker qui arrive en disant que voilà, quelles sont du coup les commandes de gestion qui sont disponibles, quelles sont les options, quelles sont les différentes, toutes les listes de commandes qui est possible d'utiliser en fait avec Docker. Bref, quoi qu'il en soit, nous ce qui nous intéresse, c'est de connaître du coup quelles sont les différentes images qu'il pourrait y avoir sur notre système, sur notre Docker en local en fait. Donc, pour connaître les images, du coup, c'est quoi? C'est une base de système d'exploitation extrêmement minimaliste qu'on va pouvoir utiliser comme base pour pouvoir créer des conteneurs Docker. Donc, les conteneurs Docker sont basés sur des images. Donc, pour pouvoir voir nos images qu'on a, en fait, il suffit de faire Docker Images. Quand on fait Docker Images, on voit qu'il n'y a rien du tout. Il nous dit le repository, le tag, l'identifiant de l'image, created, en fait, quand est-ce qu'a été créée l'image, et la taille. Par défaut, il n'y a rien. Il existe, pour pouvoir connaître quelles sont les images qui existent sur Internet, en fait, eh bien, il suffit de faire Docker Search. Quand vous faites Docker Search, Docker Search Images, voilà. Quand vous faites Docker Search Images, en fait, vous allez chercher sur Internet, et pas n'importe où sur Internet, hein, c'est vraiment dans les dépôts de Docker, vous allez du coup chercher quelles sont les images officielles qui existent. Alors là, vous voyez que il y a plusieurs images. Les images qui ne... Alors attendez, je réfléchis à un truc là. Non, tout ça, c'est pas intéressant. Si, admettons, vous souhaitez chercher une image, Ah oui, non, autant pour moi, c'est moi, je suis trop con en fait. Quand vous tapez Docker Search et quelque chose à côté, de quelque chose que vous tapez à côté, en fait, c'est censé être du coup le nom d'une image qui doit se trouver quelque part. Et donc ce nom en fait que vous cherchez, en fait, vous allez lister toutes les images qui, soit en tant que description, disposent du nom que vous avez tapé, soit le nom que vous avez tapé fait partie du nom d'image. Donc là, admettons, tout à l'heure, j'ai tapé Docker Images en fait. Et bien, quand je tape Docker Images, je vois qu'il me balance tout un tas de trucs. Et bien, pourquoi en fait? Tout simplement que vous voyez, si dans le premier, dans le registry, par exemple, il me dit, très bien, il y a une image qui s'appelle, dont le nom est registry, et en fait, on ne le voit pas normalement, mais dans la description, il y a tout simplement le mot images.
Ensuite, par exemple, pour OpenSUSE. OpenSUSE, hein, pour bien expliquer, OpenSUSE, c'est un système d'exploitation Linux. Hein. Eh bien, OpenSUSE, on voit que OpenSUSE, dans la description, bon, apparemment, ils nous disent qu'il est déprécié, mais dedans, on a du coup le mot-clé images. Ensuite, si on voit un peu plus loin, on voit que, par exemple, on a iron/images, Docker images, comme description. Bon, bah, du coup, on voit bien qu'on a le mot-clé images qui est disponible. Bon, admettons, je souhaite chercher toutes les images qui disposent du mot Debian dedans, en fait. Si je fais Docker search Debian, eh bien, je vais chercher toutes les images qui sont sur une base de Debian. Et là, typiquement, qu'est-ce que je peux voir? En premier choix, j'ai Ubuntu. Ubuntu, on voit bien que c'est une Debian est une en fait Ubuntu pardon est un système d'exploitation Linux basé sur Debian en fait. Ok, ensuite j'ai Debian aussi. Debian, bon ben Debian c'est la distribution Linux qui est Debian. Après, je peux faire tourner, par exemple, apparemment, je peux faire tourner sur de l'architecture ARM, je peux faire tourner du coup du Debian. Bon, ben ça, par exemple, c'est pour les tout derniers Raspberry. Le Raspberry Pi 4, par exemple, eh bien, c'est une architecture 32 bits ARM. Eh bien, on pourrait très bien faire tourner du Docker, en fait, avec cette architecture-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici, là, par exemple? On a du i300 386/Debian. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement une image Debian en 32 bits. C'est pas du 64 bits, c'est du 32 bits. Et voilà, donc là, en fait, quand on fait Docker search et quelque chose à côté, eh bien, on demande à Docker de lister toutes les images qui existent sur Internet, qui sont répertoriées, bien sûr, qui contiennent du coup ce mot-clé-là. Admettons, avec les gars, au boulot, on travaille pas mal avec Docker. J'ai dû développer un conteneur LDAP pour faire l'authentification LDAP. Eh bien, peut-être que si j'avais été si j'avais été un putain de gros flemmard, j'aurais pu me dire, est-ce qu'il existe des images Docker qui sont basées sur du LDAP? Et donc, j'aurais fait un Docker search LDAP. Là, j'aurais pu voir que voilà, il existe tout un tas d'images qui sont basées sur du LDAP en fait. Bon, après, le problème, c'est de savoir comment les utiliser. C'est pour ça que, pour répondre aux futures questions, pourquoi je n'ai pas utilisé ces images-là, c'est parce que du coup, je n'ai pas envie de perdre de temps à savoir comment les utiliser, et parce que bon, je préfère faire des choses moi-même. Bon, ça, c'est une autre chose, un autre sujet. Maintenant, si on voudrait du coup vérifier quelles sont les images qui utilisent du MySQL, eh bien, je pourrais faire un Docker search MySQL, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que, très bien, pour MySQL, j'ai plusieurs images qui existent. J'ai une image MySQL et une image MariaDB. Et en fait, il faut savoir que MariaDB, c'est en fait un fork de MySQL. En fait, c'est du MySQL qui a été légèrement retravaillé. Donc MariaDB est basé sur du MySQL. Et un autre truc aussi important que je voulais vous dire, qu'est-ce que représente du coup la colonne officielle, ou est-ce qu'il y a marqué des fois OK entre crochets? Eh bien, ça permet de dire, est-ce que c'est une image officielle qui provient du coup des entités en fait. Genre MySQL, eh bien MySQL, ils ont créé leur propre image et ils ont défini leur propre image comme étant une image officielle. C'est-à-dire que par défaut, s'il y a une autre image qui s'appelle MySQL, eh bien, elle ne sera pas officielle. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous avez des OK, ça veut dire que ce sont des choses vraiment sûres qui sont reconnues comme étant, comme quoi, quand ça a été enregistré auprès de Docker, c'est vraiment des choses qui appartiennent à des choses des choses de confiance, en fait, des entités de confiance. Pourquoi? Peut-être parce que, par exemple, vous voyez l'avant-dernière image qui s'appelle JElastic MySQL. Bon, JElastic MySQL, elle n'a qu'une étoile au niveau de son vote, OK, et on voit que c'est non officiel. Eh bien, peut-être que si je suis assez réticent et que je ne connais pas JElastic /MySQL, je n'ai peut-être pas créé un conteneur qui va être basé sur cette image-là. Pourquoi? Parce que peut-être que cette image-là, elle est corrompue, peut-être qu'elle dispose d'un virus dedans, en fait, et peut-être qu'elle pourrait corrompre mon système par un quelconque moyen, en fait. Donc voilà. C'est important du coup de récupérer des images qui sont officielles, parce que ça veut dire qu'on connaît la source en fait, on connaît la provenance. Bon, maintenant, admettons, très bien, on a vu quoi? On a vu que par exemple, quand on cherche une image MySQL, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette image, elle embarque un système d'exploitation minimaliste sur lequel a été installé du coup du MySQL.
Ça veut dire que par défaut, quand on va démarrer le conteneur basé sur MySQL, eh bien, on va avoir du coup une instance de MySQL qui va tourner. Ensuite, il y a d'autres exemples. Par exemple, il y en a qui sont complètement fans de Node.js. Donc, si par exemple, si je fais Docker Search Node.js, je vais chercher est-ce qu'il y a du coup est-ce qu'il y a du Node.js qui existe en fait? Est-ce qu'il y a des images Node.js? Donc oui, en fait, il y a tout un tas d'images Node.js. Par contre, je vais juste taper Docker Search Node. Voilà, parfait. Docker Search Node, on voit très bien qu'on a du coup du Node. On a une image qui s'appelle Node. Donc c'est du Node.js is a JavaScript de base plateforme machin machin. Et c'est une image officielle. Ça veut dire que c'est une image officielle de Node qui embarque du coup un serveur Node.js. Ensuite, on a du Mongo Express. Qu'est-ce que c'est Mongo Express? Eh bien, c'est apparemment, on peut, d'après ce qui serait dit, eh bien, c'est tout simplement Web-based Mongo Admin Interface, Written. Bon, pour ceux qui font du Mongo, bah, on peut peut-être se dire que c'est une base de données NoSQL en fait, de type MongoDB, qui est du coup qu'on peut utiliser au travers du coup du module Express de Node.js en fait. Enfin voilà. Et donc quand on fait par exemple, quand on utilise une image qui s'appelle Mongo Express, eh bien ça veut dire que cette image potentiellement elle embarque de base une version de Node.js, elle embarque aussi un exécutable qui peut se connecter du coup sur une base MongoDB. Du coup, ouais, Wizbuck, si tu as une question, pas de souci, je t'écoute. Non, non, j'ai tout compris. Enfin, je pense avoir bien mieux compris qu'avant ce que c'était du coup une image. Ok, Mais ça marche. par contre, quand tu vas lancer, enfin, que du coup tu dis que Node, du coup, c'est une instance sur un système d'exploitation, enfin, sur un système d'exploitation, comme tu dis, minimaliste. Ouais. Comment est-ce qu'on peut connaître le système d'exploitation qu'il y a derrière? Alors, soit tu vas te renseigner directement alors, ce que tu peux faire typiquement, c'est aller regarder sur le repository de Docker. Donc ici, je vais directement sur Docker. Je vais même sur le Docker Hub parce que c'est vraiment sur le Docker Hub que se situe la chose. Et sur le Docker Hub, tu vois, dans la barre de recherche qui va apparaître, je vais dire que ici, là, je vais dire que je vais chercher du coup, par exemple, Node. Je cherche du coup Node. Et là, j'ai bien une image de Node qui est disponible. Tu vois, cette image, 9600 étoiles, je vais vérifier que c'est bien l'image que j'ai ici. 9567, ok, ça a été arrondi, mais c'est celle-ci. Node.js is a JavaScript based machin machin. Et donc là, on a bien, du coup, pour cette image-là, on nous dit bien que la description Node.js is a JavaScript based machin machin machin. Ok. Donc maintenant, si tu veux savoir exactement comment ça se passe, eh bien, il faut analyser un petit peu en détail, du coup, cette image-là. Alors, tu peux lire la documentation qui va avec. Bah ici, il te le dit. En fait, il te dit ici, apparemment, Node, tu peux avoir du Node Alpine basé sur du Alpine. Alors non, attends, c'est ailleurs. Euh, Tac. Je vais te le trouver, hein. Je vais te le trouver. Le container Linux et tout, est-ce que ça a un nom, enfin, en haut, là, juste en haut, est-ce que c'est des mots-clés ou... Ouais, c'est les mots-clés qui, quand tu cherches quand tu feras du coup un Docker search et que tu taperas l'un de ces mots-clés-là, il va remonter en fait. Il va Ok. permettre d'être remonté. Ben, du coup, tu vois, il y a du Buster là. Ça, typiquement, c'est du Linux, mais c'est du CentOS. C'est du Debian, pardon. Donc ça, c'est une base Debian. Base Debian. Buster, attends, Buster, c'est Debian ou c'est Ubuntu? Ouais, c'est bien une Debian. Donc là, on a du Debian. T'as vu, ce que tu peux même faire, c'est préciser quand tu fais ton Docker pull. Docker pull, c'est pour télécharger une image. On va le voir après. On peut préciser du coup quelle est la version qu'on veut en fait. Donc juste je Alpine. Il y en a qui ont bossé avec de l'Alpine? Moi, je pense que ça se comprend. C'est ce que j'avais pris pour le Docker qu'on met en place, enfin, qu'on a mis en place pour notre projet e-commerce. D'accord. Et tu sais ce que c'est comme système d'exploitation, Alpine? Pas du tout. Bon, je vais pas trop passer de temps là-dessus à chercher parce que je pense que je trouverai pas.
Mais bon, bah, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, par exemple, voilà, pour Node, on peut avoir du coup, pardon, on peut, je me suis complètement perdu dans mes explications. Ce que je voulais vous faire, c'était vous montrer, c'était déjà répondre à ta question. C'était déjà répondre à ta question. Oui, t'avais déjà répondu, du coup, tu m'as dit qu'il fallait aller sur Docker Hub. Ok, bon bah voilà, du coup là c'est bon, là au moins tu sais comment ça se passe. Mais normalement tu peux vraiment voir du coup pour vraiment l'image. Ah voilà, ok c'est bon. Donc, réexplication de comment on fait. Tu vas sur un des tags, tu vas dans les tags, tu prends un des tags qui t'intéresse. Les tags c'est tout simplement une version de cette image là en fait. Donc là admettons je vais sur ce tag là, et sur ce tag là je peux voir du coup, voilà, quelle est la commande qui est exécutée là-dedans. Donc on peut voir qu'ils ajoutent des choses, en fait, il se passe pas mal de choses. Et si tu veux vraiment savoir, hop, toc toc, non ça c'est honnêtement je sais plus. Je suis trop désolé, j'ai pas pu répondre, j'ai échoué. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, si je suis confronté à ce problème-là, au pire, je chercherai et je trouverai. Après c'est simple, hein, tu démarres ton conteneur Docker, tu fais une m-a et tu vas vite le trouver, hein. Admettons je te montre, genre on va pas être débile, on va faire du coup Docker pull. Donc là je vous montre une autre commande. Là c'est une commande pour pouvoir télécharger une image. Donc quand on fait Docker pull, c'est pour télécharger une image, pas un conteneur, hein. Super important, c'est une image. Et là je fais Docker pull de Node par exemple. Comme ça, ben, je vais pouvoir récupérer l'image de Node qu'on avait trouvée. Donc je fais Docker pull de Node, et là on voit qu'il est parti. Et donc là il télécharge tout un tas de choses. C'est tout simplement pour construire l'image, il doit du coup télécharger plusieurs conteneurs parce que c'est un ensemble de conteneurs qui vont permettre de pouvoir créer du coup l'image. Donc là, et c'est même des fois un ensemble d'images qui permettent de créer une image. Et là, c'est même pas un ensemble de conteneurs, autant pour moi, c'est un ensemble d'images qui est utilisé pour construire l'image. On peut le voir en temps réel au niveau du Docker, si j'arrive à être assez rapide. Voilà, dans les images, dans le conteneur, image. Bon, bah, tant pis, on verra rien, tant pis, c'est pas grave. Je me suis dit qu'elle aurait pu être visible, mais non, pas visible. Donc quoi qu'il en soit, voilà, là on est en train de télécharger du coup l'image de Node. Et on va voir comment du coup utiliser cette image de Node, enfin comment l'utiliser, comment voir un peu comment ça se passe. Ok, donc là maintenant si je fais un Docker Images, c'est pour pouvoir lister quelles sont les images qui sont sur mon système. Et ben là, les images que j'ai sur mon système, c'est l'image qui s'appelle Node. Très bien. J'ai Node, apparemment cette image elle a été créée du coup il y a 2 jours et elle pèse près de 1 giga. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour avoir... Donc, je reviens sur mon petit schéma. Là, on a notre image qui concerne du coup notre système d'exploitation avec du coup un ensemble d'applications préinstallées. D'accord? C'est vraiment comme sous Windows. Sous Windows, vous avez installé par défaut PowerShell, hein, c'est pas vous l'installer. Si vous êtes sous Linux, vous avez par défaut Python qui est installé, c'est pas vous l'installer. Bon, bah voilà, du coup, bah là, c'est exactement pareil. Donc, une image, elle embarque un système de base primitif plus un ensemble de petites applications si elles ont été installées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un conteneur. Pour créer un conteneur, donc le conteneur, le conteneur est basé sur une image, et dans ce conteneur-là, plus tard, on va pouvoir y installer des applications. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser notre image Node comme étant du coup notre image de base, hein, et on va du coup la démarrer. Pour démarrer une image, vous avez du coup la possibilité de faire Docker run, et du coup, si vous faites Docker run de Node, ça, en fait, Docker run, c'est pour dire, ben, je souhaite créer un conteneur et le créer et le démarrer. Et donc, tant que ce conteneur est en cours d'exécution, il sera en vie. Et le node, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de l'image. Donc là, en gros, je dis Docker, je veux que tu me crées un conteneur qui est basé sur l'image qui s'appelle node. Et là, maintenant, si je fais Docker PS, c'est une nouvelle commande. La commande Docker PS, elle permet de lister du coup ces process list, d'accord? C'est vraiment pour process list. C'est pour lister les process en cours d'exécution, donc les Docker en cours d'exécution. Et là, quand je fais Docker PS, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a aucun conteneur en cours d'exécution actuellement. Si je veux lister tous les conteneurs,
je rajoute un petit switch qui s'appelle "-a" pour "-all" en fait, pour lister tous les conteneurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit très bien. Eh bien, tu as bien un conteneur qui est identifié par ce truc-là. Il est basé sur l'image Node. La commande qui a été exécutée par défaut dans le conteneur, la commande qui a été exécutée, eh bien, c'est la commande docker entry point.machin. On va regarder un truc. Si je repasse pardon, sur notre image Node qu'on avait vue sur le site de Docker, et que je vais dans la partie, laquelle de partie? Mhm. Tag. Voilà. Donc, regardez. La commande, il nous dit que la commande, c'est docker entry point.machin. Eh bien, en fait, si je regarde dans les détails du coup de l'image de Node, sur le site de Node, je vois que j'ai entry point en fait. Et pour entry point, il nous dit quoi? C'est la commande docker-entry point.sh. Eh bien, ici, docker-entry point.s. Bon, on se doute qu'il y a sh. Eh bien, ça veut dire qu'en gros, il y a un script dans l'image, enfin dans l'image Docker, il y a un script qui s'appelle docker entry point.sh et qui prend un paramètre, et ce paramètre, c'est Node. Ça veut dire qu'apparemment, le script, il exécute la commande Node. Bon, ça, c'est bien beau, mais ce qu'il y a, c'est que notre programme, il s'est arrêté. En fait, il s'est arrêté. On voit qu'il a été créé il y a 54 secondes. On voit que son statut, il a été exit avec le code de retour 0. 0, ça veut dire que le programme s'est bien passé et que ça c'est ressorti avec aucune erreur. Si vous avez un exit avec 1 et pas 0 à la place, vous avez 1, le 1 veut dire qu'il y a eu une erreur en fait. Donc c'est très important. Ensuite, les ports, bon, ben, ça, on verra plus tard. Et le nom, ben, par défaut, si vous ne donnez pas de nom à votre conteneur, eh bien, par défaut, Docker vous génère un nom aléatoire pour votre conteneur. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, ben, ce qui est pas cool, par contre, c'est notre conteneur, du coup, ben, il a pas démarré, en fait. Hein. Il n'a pas démarré parce que si je fais là un Docker start de Node, alors pourquoi? Alors, Docker start, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Ce que j'ai fait, je me suis trompé. Parce que j'ai dit, en gros, ce que je voulais faire, c'était démarrer le conteneur basé sur l'image Node. Et quand je fais Docker start Node, le Node est censé faire référence à un conteneur qui s'appelle Node. Or, notre conteneur, il s'appelle pas Node. Notre conteneur, il s'appelle ce machin-là. Ou alors, il porte le conteneur ID. En fait, il porte comme nom le conteneur ID. Donc, quand on fait un Docker start pour redémarrer un conteneur, il ne faut pas appeler du coup l'image, il faut rappeler soit le conteneur ID, soit le name donné au conteneur. Donc là, si je fais un Docker start et que je passe du coup l'identifiant, on voit que cette fois-ci, il s'exécute sans problème. En retour, à chaque fois que vous avez une commande Docker qui s'est bien exécutée, généralement, vous avez du coup l'identifiant du conteneur en fait. Bon, si je refais un docker ps-a, je vois qu'il a à nouveau quitté, qu'il a été quitté il y a 12 secondes. Bon, bah très bien. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il manque plusieurs paramètres pour pouvoir du coup faire en sorte que ça tourne correctement. Alors, les paramètres qui manquent, pour les connaître, ce qu'il faudrait faire, c'est du coup regarder la documentation de l'image de Node en fait. Si on regarde la documentation de l'image de Node, bon, il n'y a pas grand-chose, mais on va essayer de deviner. On peut essayer de deviner. Ouais, on peut essayer de deviner. Quand on veut, en fait, on va démarrer le conteneur en mode interactif. Votre conteneur Docker, en fait, il a plusieurs modes d'exécution. Le mode d'exécution qu'on vient de voir, c'est un mode non interactif. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateur, on ne peut pas interagir avec le conteneur. C'est-à-dire que le conteneur, une fois qu'il est démarré, bon, bah, très bien, il est démarré, et puis voilà, basta. Mais il existe un mode d'exécution qui nous permet d'interagir avec lui. Ce mode d'exécution, alors déjà, je vais vous montrer comment supprimer un conteneur. Docker rm. Docker rm, c'est pour remove, Docker remove, et ensuite on donne l'identifiant du conteneur. Docker rm et l'identifiant, ça permet de supprimer du coup un conteneur. Maintenant, regardez, si je fais un docker ps-a, vous voyez que je n'ai plus rien. Et Nico, j'ai deux questions. Ouais. La première question, c'est Docker PS, il va te lister que les conteneurs qui sont démarrés, et Docker PS-a, il va te lister tous les conteneurs en tout que tu as sur ta machine. Ouais, c'est exactement ça. Le Docker PS tout court, il ne fait lister que ceux qui sont démarrés. Vraiment que ceux-là, en fait. Ok, ça marche. Et la deuxième question, je me souviens plus de la deuxième question. Mais ça va revenir. Ça marche. Ok.
Ok, bon, ben du coup, voilà. Donc là, on a supprimé du coup le conteneur, on a listé, il n'y a plus rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va démarrer le conteneur en mode interactif. Donc, Ah oui, c'est ça. vas-y. Désolé. C'est quand tu fais Docker RM avec le nom de ton conteneur, Ouais, du coup, tu supprimes ton conteneur, ouais. mais quand tu fais un Docker Dorm, par exemple, est-ce que ça existe? Tu peux faire un Docker Dorm de ce conteneur-là? Ou est-ce que c'est pas utile? Je pense pas que ce soit utile. Euh, Docker. Parce que Ouais. moi, je sais qu'habituellement, quand je l'arrête, je fais un Dorm, mais je fais jamais de RM quand j'arrête Ah, mais un. attends, parce qu'il y a deux façons. Quand je l'arrête, moi, je fais un Docker stop pour arrêter le conteneur. Et ensuite, une fois qu'il est arrêté, je veux le supprimer. Ne confonds pas avec du coup Docker Compose. Ok, ok. Ouais, là, on agit directement sur le conteneur. Exactement. Ok. Ouais, ouais, ouais. Parce que Docker Compose, lui, ouais, tu vois, tu as le down qui est ici. En fait, donc, ça, c'est vraiment la commande qui est propre à Docker Compose. Docker Compose, la méthode down, enfin, l'argument down, elle te permet du coup d'arrêter et de supprimer tes conteneurs, en effet, hein. Mais ça te fait les deux. Mais sauf que là, vraiment, bah là, du coup, vu on passe pas par du Docker Compose, on passe vraiment par du Docker primitif, en fait. Du coup, c'est vraiment Docker stop pour arrêter ton conteneur et Docker RM pour le supprimer. Ok, ok, ça marche. Parce que derrière le down, c'est exactement ce qu'il fait de toute façon. D'accord. Donc voilà, donc c'est parti pour l'utilisation en mode interactif. Donc Docker Run Node, donc on dit qu'on veut du coup démarrer notre image Node en faisant un Docker Run. Donc on va non pas démarrer une image Docker, enfin il ne faut pas dire qu'on démarre une image Docker, il faut dire qu'on crée un conteneur qui est basé sur une image. Donc je vais créer un conteneur qui va être basé sur une image de Node et je vais rajouter des paramètres. Il y a un paramètre qui s'appelle -d, il y a un paramètre qui s'appelle -i. Le -i, c'est le mode interactif. Ça veut dire qu'on va pouvoir du coup interagir avec. Le -d, c'est le mode démon en fait. Le mode démon, ça veut dire que le conteneur va du coup démarrer en mode service en fait. Il va démarrer, il va pas s'arrêter tout seul s'il y a un programme qui est censé tourner. Et enfin, il y a le mode -t. Alors le mode -t, je me souviens plus du tout de ce que c'est. Tous ces paramètres-là, vous pouvez très bien les réunir en un seul. Vous pourrez très bien les réunir en -dit ou en -tid ou en -tdti, enfin peu importe l'ordre des paramètres passés. Mais là, en tout cas, je dis que je démarre mon conteneur et que ce conteneur doit être en mode interactif. Je peux en spécifier d'autres paramètres en plus pour pouvoir personnaliser mon conteneur. Je peux lui donner un nom en lui définissant -name. Et là, je vais l'appeler par exemple Node.js. Je vais appeler mon conteneur de Node.js. Et après, je peux définir un hostname, c'est-à-dire que quand je suis dans mon conteneur Docker, à même titre que si j'étais dans une machine, je peux avoir un nom dot. Et donc là, en définissant le nom dot, c'est -h pour le nom dot. -h, et là, je définis le nom dot. Admettons, je vais juste l'appeler JS. Le nom dot, ce sera juste JS. Et ensuite, bah, déjà, on va voir déjà un peu ce qui se passe quand j'écris tout ça. Quand je fais entrer, il me dit que très bien, il s'est démarré, le conteneur s'est démarré. Si je fais un Docker PS, et là, Docker PS, la magie opère. La magie opère, pourquoi? Tout simplement parce que là, en fait, on a le conteneur qui est up, status, il est up depuis 12 secondes en fait. Ça veut dire qu'apparemment, on a notre conteneur Docker qui est en cours d'exécution. Et ça, c'est plutôt bon. Alors, on aurait très bien envie de faire un petit localhost sur le port 3000, hein, mais si je fais un localhost sur le port 3000, on voit qu'il ne se passe rien, d'autant plus on ne sait même pas s'il y a vraiment un serveur qui tourne derrière ou autre. Bon bref, quoi qu'il en soit, là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vous ai dit, on peut être en mode interactif. Oui, certes, mais encore faut-il pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut interagir avec notre conteneur. Eh bien, pour interagir avec notre conteneur, il faut pouvoir rentrer dans le conteneur. Et pour rentrer dans le conteneur, il existe une commande Docker qui s'appelle Docker Attach. La commande Docker Attach, elle attend quoi? Elle attend du coup un autre paramètre qui est du coup le nom du conteneur auquel on souhaite se rattacher.
Et donc, ce conteneur, je l'avais appelé Node.js. Et donc, quand je fais un Docker attach Node.js, là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? J'ai un chevron qui est apparu. Et là, je suis dans un shell. Et je suis dans le shell. Dans quel shell exactement? Eh bien, je suis tout simplement rentré dans mon conteneur Docker, en fait. Je suis dans le conteneur. C'est-à-dire que si je reprends le petit schéma que j'avais fait tout à l'heure et que je me suis amusé à supprimer, eh bien, je suis dans le conteneur, en fait. C'est-à-dire que je suis isolé. Et donc maintenant, je pourrais peut-être m'amuser à créer du coup à créer du code JavaScript. Donc, let pseudo est égal à Nicolas Métivier. Et si je dis console.log de pseudo, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit bon bah voilà, Nicolas Métivier, il me dit undefined. Bon, pour ceux qui ont fait du Node, bon là, on est du coup directement avec la console de Node.js. Victor, t'as manipulé vraiment du Node avec la console en elle-même ou pas? Ouais, un petit peu. Ouais, t'as des exemples de trucs que je pourrais taper là parce que je suis un peu à court d'idées. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu peux créer des variables et faire des trucs tout simples. Ouais, ok. Ok. Juste pour montrer que c'était sur le node du conteneur, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Là, je suis vraiment dans le node du conteneur en fait. Je suis nulle part ailleurs, je suis vraiment dans mon conteneur. Je suis vraiment isolé dans mon conteneur. Donc, bon, ça, vous l'aviez compris, donc je vais supprimer. Donc, je vais repasser, je vais redéfinir du coup un petit peu. Là, je représente ma machine, d'accord? Ma machine, elle a du coup un tas de couches applicatives, pardon. Eh bien, à un moment donné, il se trouve qu'on dispose du coup d'un conteneur qui s'isole. Dans son conteneur là, on a du coup un petit node qui tourne. On a un petit node qui tourne. Hop, voilà. Eh bien, Node.js. Ici, c'est du Node.js. Voilà, Node.js. Là, là, je suis dans mon conteneur. Là, je suis dans du coup l'image qui s'appelle Node. Et là, je suis sur mon PC. Voilà, donc là, en fait, en ayant tapé Docker attach, je suis vraiment dans le node, en fait. Je suis vraiment, je checké par un petit truc en violet, là, paf, paf. Je suis vraiment ici, je suis nulle part ailleurs. Et à partir de là, je ne peux pas communiquer avec mon serveur physique. Et mon serveur physique ne peut pas démarrer avec mon node, ne peut pas communiquer, pardon, avec mon Node.js. Donc, je suis vraiment complètement isolé. Donc, moi, en tant que pirate, admettons, je suis content, j'ai voulu pirater du coup l'application, enfin je veux pirater du coup le PC, j'ai vu une faille de vulnérabilité au travers du coup de Node, très bien, j'ai voulu exploiter cette faille-là, malheureusement je me suis retrouvé en prison en fait, ou dans du coup le conteneur Node.js que j'ai créé en fait. Et là je suis vraiment keblo dedans en fait, je peux rien faire. Alors, je pourrais très bien arrêter du coup si je fais un exit ici, en fait, ou c'est peut-être un close, ou c'est un quit. C'est pas un contrôle PQ. Alors si, mais en fait, je veux montrer plusieurs choses. Si je fais un exit, si je fais un quit, il y a des experts Node là qui peuvent m'expliquer comment je peux quitter ce putain de truc. J'en sais rien, Nicolas, c'est ton problème. Merci pour le soutien. Je sais rien, mais là, t'es dans une console JS, donc je sais pas. Ah, Si tu exit, trouvé. presque contrôle C. Point exit. Voilà, c'est bon, je trouvais. J'ai fini par y arriver, tu vois. Et toc. Mais là, Toi, tu vas voir. t'es sorti du conteneur, là, non? Ouais, exactement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais un point exit, en gros, le point exit, c'est dans Node. Dans Node.js, bon, ça, c'est quand on a fait un peu de Node, mais le point exit permet de quitter l'interpréteur de Node, en fait. Sauf que notre conteneur, notre image Docker, quand elle a été créée, en fait, ici, bon, je vais pas arriver à retrouver, dans les tags, lui, ici, là, ça là, pardon, Node.js, cette commande Node là, c'est tout simplement l'appel d'un interpréteur. On rentre dans un interpréteur. Donc un interpréteur, c'est quoi? C'est tout simplement comme quand je suis dans mon terminal Windows. Mon terminal Windows, c'est un interpréteur batch.
Si je suis sous Ubuntu, en fait, ben, mon interpréteur, dans mon Ubuntu, mon interpréteur, c'est le bash, en fait. Si je fais un exit de mon bash, je le quitte. Si je fais un exit de mon batch, je l'exit aussi, je quitte aussi. Donc, je ferme, en fait, l'application. Et donc, du coup, ce qui s'est passé là, j'étais dans mon interpréteur Node.js, j'ai fait un point exit et j'ai quitté l'interpréteur. Ça veut dire que maintenant, si je refais un Docker PS, qu'est-ce qui se passe? Ben, magie, je n'ai plus, du coup, mon conteneur Docker qui est en cours d'exécution. Et si je fais un PS-A, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que il y a 1 minute environ, j'ai quitté le conteneur avec un code de retour qui était succès. Ça veut dire que j'ai quitté l'interpréteur. Bon, le problème des fois, c'est qu'on veut quitter un conteneur sans pour autant quitter l'application qui tourne. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté l'application principale du conteneur, et vu que l'application principale du conteneur a été arrêtée, eh ben, le conteneur n'a plus de raison de continuer à vivre. Donc le conteneur s'est arrêté tout seul en fait. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir quitter une application, quitter un conteneur, quand on est attaché dedans, il faudrait pouvoir quitter le conteneur sans pour autant, du coup, défoncer défoncer le programme qui tourne, le programme principal qui tourne dedans en fait. Donc je vais refaire ma commande Docker run. Tac. Voilà. Alors, là, il me dit que c'est pas possible, tout ça, parce que j'ai déjà un conteneur qui existe. Donc Docker PS. Donc je vais faire un Docker start de Node.js. Là, pourquoi est-ce que je peux le faire? Tout simplement parce que du coup, le conteneur Node.js, il existe. Et là, quand je refais du coup un Docker PS, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que j'ai mon conteneur qui a été démarré. Il a été démarré il y a 8 minutes et aujourd'hui, enfin là actuellement, il est en mode up. Ok. Je refais mon Docker attach pour rentrer dans mon conteneur Docker. Je suis dans mon conteneur Docker. Je décide de créer du coup la variable pseudo est égal nul. Et si je fais maintenant pseudo, voilà, ok, donc très bien, il voit que c'est nul. Si je veux quitter le conteneur, sans pour autant arrêter l'interpréteur, enfin sans pour autant arrêter le programme principal, il faut faire la commande, il faut faire la combinaison de touches CTRL, je laisse enfoncer ma touche CTRL là. Ensuite, pendant que je laisse la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur la touche P. Donc j'ai fait CTRL plus P. Là, mon touche CTRL est toujours enfoncée, je n'ai toujours pas relâché. C'est pas parce que j'ai appuyé sur la touche c'est pas parce que j'ai appuyé sur la touche P et que j'ai relâché la touche P que j'ai relâché la touche CTRL. Touche CTRL toujours enfoncée. Maintenant, j'appuie sur la touche Q. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec cette combinaison de touches CTRL PQ, en fait, eh bien, avec la CTRL PQ, j'ai pu quitter le conteneur. Et il me dit quoi? Le conteneur Docker, il me dit qu'il est en train de dire une séquence d'échappement. Cette séquence d'échappement me permet de quitter le conteneur Docker, de me détacher du conteneur, tout simplement. Et si je fais un Docker PS pour vérifier, pour être sûr qu'il n'est pas arrêté, vous voyez que l'état du conteneur, il est toujours listé et que l'état est à up. Il a été démarré il y a environ 1 minute. L'image a été créée il y a 9 minutes. Et ça, c'est bon. Donc là, en fait, je viens de voir comment je peux rentrer dans mon image Docker, enfin, dans mon conteneur Docker, comment je peux sortir du conteneur Docker, soit en arrêtant du coup le programme principal, soit en pardon, je trouve pas mes mots, soit en du coup quittant sans pour autant arrêter le programme principal, quoi. En utilisant du coup une séquence d'échappement. Bon, maintenant ce que je veux faire, admettons, si je veux rentrer dans mon conteneur Docker, mais que je ne veux pas être bloqué au niveau du programme principal en fait, qui est en cours d'exécution. C'est-à-dire que, admettons, j'aimerais pouvoir naviguer dans le conteneur Docker pour voir un petit peu son architecture. Qu'est-ce qui se passe dedans au niveau des répertoires? Bon, et ben ce que je vais faire un Docker stop de Node.js. Je vais faire un Docker. Alors là, ça met un peu de temps parce qu'il est en train d'arrêter du coup l'interpréteur. Il envoie un signal d'arrêt à l'interpréteur. Il a fait. Maintenant, je fais un Docker RM de Node.js. Et là, c'est bon. Et là, maintenant, si je refais un Docker PS, je vois que j'ai plus rien. Même si je fais un Docker PS-A, j'ai plus rien non plus. Donc, si je fais un Docker run, donc je rappelle ma commande Docker run, mais je ne fais pas rentrer direct. Ce que je vais faire, je vais dire, ben très bien. Donc, je souhaite démarrer l'image Node.js, mais à la fin, je vais rajouter un paramètre en plus. Ce paramètre, pourquoi est-ce que je peux l'ajouter?
Tout simplement parce que dans les trois premiers paramètres que j'ai renseignés, dans le -edit, en fait, j'ai précisé que je voulais passer en mode interactif et qu'il y avait un mode démon qui était actif et qu'il y avait un mode -t que je sais plus ce que c'est exactement. Et donc ça me permet de dire, ben, je veux exécuter une deuxième commande en parallèle, en fait. Cette commande en parallèle, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement le bin bash. Je vais préciser que la commande principale à démarrer, c'est le bin bash. Le bin bash, qu'est-ce que c'est en fait? Sous un système Linux, le bin bash, c'est tout simplement l'interpréteur en fait. C'est l'interpréteur qui vous permettra du coup de naviguer et enfin de communiquer avec votre système d'exploitation. Donc, je réexécute ma commande. Il me dit que c'est bon. Je refais un docker attach. Et là, magie, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un nouveau shell. Ce shell-là, on voit que mon nom d'utilisateur, c'est root, et que le nom de ma machine, c'est JS. On voit que je suis à la racine de mon serveur, enfin de mon image en tout cas. Pourquoi? Parce qu'après les 2 points, j'ai un slash qui me dit que je suis à la racine. Je pourrais vérifier ça en appelant la commande pwd, qui permet de lister du coup, de montrer sous Linux quel est là où on se trouve en fait, tout simplement. Sachant qu'il faut savoir que sous Windows, vous l'avez aussi, ce pwd. C'est un alias qu'il y a sous PowerShell. Donc, je vais tester déjà sous la CMD. Sous la CMD, elle n'y est pas, mais par contre, sous PowerShell, vous l'avez disponible. Donc, PowerShell, pwd. Vous voyez, pwd fonctionne en fait. Et donc, ils ont créé cet alias-là. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi. Bon, c'était le petit parallèle avec le command system. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Si je fais un ls, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec mon ls, je vois que je liste la racine de mon. Là, je suis dans un Linux, en fait. Là, on retrouve bien l'arborescence du Linux. Donc, maintenant, tout à l'heure, il y avait la question de toi, du coup, Romain, c'est comment, quand je suis dans une image, comment est-ce que je peux faire pour connaître le système d'exploitation? Eh bien, je vais tout simplement exécuter la commande uname-a. Et la commande uname-a, elle me dit quoi? Elle me dit, ben, écoute, tu es sur un système Linux, le nom d'hôte, c'est JS. Apparemment, l'image, le noyau de Linux, c'est le noyau en version 4.19.104. La 104, on s'en fiche, c'est 4.19 qui compte. Apparemment, c'est une base Microsoft. OK. Ça veut dire qu'il détecte qu'il a été basé sur notre noyau à nous, en fait. J'ai un système, faut pas oublier, hein, j'ai un système d'exploitation Microsoft sur lequel j'ai installé Docker. Mes images Docker qui sont des Linux sont basées sur ce qu'on appelle du coup le WSL, le Windows Subsystem Linux, sauf que le WSL, il est basé sur le noyau Microsoft en fait. C'est pour ça que là, du coup, je retrouve les informations d'architecture de mon système d'exploitation. Bon, ça m'indique pas plus de choses que ça. Une M-R, -R, -V, N. C'est peut-être release. Ah, c'est peut-être USB. USB release. Je tente tant bien que mal d'essayer de trouver la commande la commande Debian qui permet de lister. USB-release. C'est pas USB alors. LSB, putain. C'est presque, hein. Donc LSB release, LSB release n'est pas trouvé, donc je pense que ce n'est pas un système du coup, un système Debian. Je vais vérifier avec une base CentOS. Si tu mets ls-a, ça marche pas? ls-a, ça me liste le répertoire courant et c'est pas ce que je veux. D'accord, pardon. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le système d'exploitation. Je veux vraiment connaître le type du système. Oui, on peut essayer RPM, si le paquet RPM est disponible. apt, apt apparemment. Donc si c'est une base Debian apparemment, c'est une base Debian. apt update. Ouais, c'est une base Debian parce qu'il y a le module apt. Du fait qu'il y ait le module apt, je sais que c'est une base Debian. Voilà, ok, bon, c'est tout. Et si jamais tu n'avais pas le module apt, il faut tester avec Yum.
faut tester Yum. Et Yum, c'est du CentOS en fait. C'est CentOS Fedora. Et si tu n'avais pas ça, il faudrait passer par Emerge en fait. Et Emerge, c'est du coup le module pour tout ce qui est Arch Linux et Gentoo. Ah, ok, d'accord. En voulant aller trop vite. Et puis, il faut peut-être arriver à l'écrire correctement. Ouais, mais il le veut pas. Je vois pas, ouais, je veux pas. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, on a réussi quand même à trouver que c'était une base Debian. C'est peut-être de l'OpenSUSE ou notre truc du genre. Enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, voilà comment on fait. Est-ce que du coup, tout ça, ça m'empêche du coup de pouvoir exécuter Node? Apparemment, le conteneur est censé, enfin l'image Docker doit exécuter comme principal Node. Est-ce que je l'ai? Eh bien, quand je fais Node, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis bien dans l'interpréteur Node. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Si je tape pseudo, pseudo n'existe pas parce que j'ai supprimé l'image, tout ça. Mais voilà, c'est bon. Donc tout ça, ça marche. Ok, cool. Point exit. Et voilà. Vu qu'il est bientôt 10h, ce que je vous propose, je m'arrête là. On reprend la semaine prochaine. On reprend vraiment, on continue sur Docker la semaine prochaine. Non pas jeudi, mais mercredi prochain. Ça vous va? Ouais, Parfait pour moi. Je te remercie, Nicolas. Ça marche. moi ça me va aussi. Ça m'ira, ouais. Ça marche. Bon, avant de vous quitter, est-ce que vous avez des questions avant? Comme ça, non, mais je pense plus la semaine prochaine. Mais là, ça va, j'ai bien compris déjà le système d'image et de conteneur. Moi, j'aurais une question, Nico. Ouais. C'est concernant quand tu crées donc ton conteneur, tu fais un slash bin bash. Mais est-ce Ouais. que c'est possible qu'il y ait autre chose que ça? Oui, bien sûr, tu peux avoir juste le SH en fait. Tu peux Ok. avoir le SH. Alors, si le SH est disponible, tu l'auras. Tu peux avoir aussi du coup le ZH qui est un autre bash en fait disponible. Après, il faut savoir que principalement le bash tu l'auras. C'est presque sûr et certain. D'accord. À 90% tu l'auras. Et ça change quoi pour savoir pourquoi on le crée en bash et pas d'une autre manière ou est-ce que je sais pas, c'est pas disponible ou... Alors là, moi, ce que je fais, j'appelle un interpréteur du coup vraiment le bin bash parce que je sais qu'il est disponible dans tous les systèmes. Et pourquoi est-ce que j'appelle celui-ci? Tout simplement pour pouvoir interagir avec mon conteneur. Si je vais aller dedans pour pouvoir faire des mises à jour, pour pouvoir modifier des fichiers, pour pouvoir du coup consulter des choses en fait en particulier, des choses que je n'aurais peut-être pas pu faire au travers du coup au travers de la création du conteneur ou de l'image. Eh bien, c'est pour ça que je vais passer par un mode interactif en appelant du coup un bin bash. Ok. Si tu appelles par exemple à la place de bin bash, si tu appelais par exemple Node.js, la commande Node par exemple, regarde, je vais supprimer du coup le conteneur. Donc je fais un stop de Node.js, je fais un rm du Node.js, et maintenant ce que je fais un attach, je fais un docker run. Là je fais pas une bin bash, d'accord? Là je fais Node. Ça veut dire que je vais appeler la commande Node qui se situe au sein même de l'image. Je fais entrer et que maintenant je fais un docker attach. Regarde, je suis directement dans mon conteneur. D'accord. Ok. Donc derrière, en fait, ce dernier paramètre que tu vas renseigner après le nom d'image, c'est vraiment quel est le programme principal que tu vas démarrer en fait. D'accord. Ah oui, et c'est dans notre cas où nous on avait, on avait un fichier où toi tu avais fait un SH particulier qui exécutait une suite de commandes, c'est ça? Exactement, exactement. Pour beaucoup des conteneurs Docker que je crée, en fait, vu que ce sont des commandes qui peuvent être plus ou moins complexes, et des fois, je l'avais même fait à la base juste pour pouvoir avoir un exemple, si jamais je dois réutiliser un script à l'appel d'une image. En effet, des fois, j'appelle du coup mes propres scripts. Ces propres scripts, du coup, qui font pas mal de choses. Mais là, vous avez du coup l'exemple. Un autre truc aussi, on a vu, tout à l'heure, on avait exécuté, je vais essayer un truc avec vous là. Si je fais un Docker run, que je fais sauter le Diredit, mais que je précise que je veux démarrer du coup comme principal node, on va vérifier que ça marche. Est-ce que j'ai répondu à ta question au moins? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, merci. Ok. Ça, et que je fais un Docker attach. Ouais, ok, ça marche pas, hein. Ok. Donc, si vraiment on veut appeler un programme principal,
autre que celui par défaut, il faut vraiment faire le diredit. Il faut toujours Le faire tiret. dit, de toute façon. Ok. C'est Ouais, ça c'est ça. le truc. Ok. Alors, je vais vérifier maintenant le tiredit exactement à quoi il correspond. Parce que, parce que c'est vrai que. Hmm, get started. Non, mais moi, ce que je veux, c'est. Tutoriel. Putain, mais c'est fou ça. C'est la commande run que je veux. La commande run. Donc, la commande -t. Hop, 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 hop. -t, ok. J'alloue un TTY. Ah oui, le TTY en fait. C'est en gros le TTY, en gros, c'est tout simplement la possibilité d'attacher un shell. J'attache un shell. Le -t. Ensuite, le -i. Le -i, je suis presque sûr, c'est le mode interactif. Putain, mais j'arrive pas à le trouver, là. Le -i, il est quelque part par là. Voilà, -i, c'est std-in. Ok. Keep std-in, open, even. Ok, donc c'est bien le mode interactif. Ça veut dire que, en gros, j'autorise du coup c'est marqué. Je suis trop con, c'est marqué. Interactive. C'est pour autoriser le mode interactif. Ça laisse ouvert du coup le flux de sortie. Ça veut dire que si jamais il n'est pas attaché, ça l'affichera du coup dans la console. Bon, lui, en soi, on peut s'en passer. Et le -d, c'est detach. Ouais, c'est pour le détacher. Donc, ça permet d'exécuter le conteneur en background, en fait. Et ça nous affiche du coup son identifiant de conteneur. Ok, mais ça le met en fond. Donc, ça le détache. Donc, en mode démon, quand je parlais du mode démon tout à l'heure, ça correspond bien à ça. Un démon s'exécute en arrière-plan. Là, le conteneur s'exécute bien en arrière-plan. Ok. Donc, voilà. Ok. Et dernier petit truc, pour savoir, Ouais. Nico, vous parliez tout à l'heure avec Wishbug de Docker Compose afin d'éteindre et de supprimer directement ton conteneur. Et Ouais. pourquoi nous on l'a pu utiliser, enfin là pourquoi toi tu l'utilises pas? Est-ce qu'on le verra plus tard ou tout simplement tu fais comme ça? Ah, peut-être c'est un truc en Alors, plus à installer. alors, tu me parles. Alors, il est nativement de base avec Docker. Ok. Quand tu me dis pourquoi est-ce que j'en parle pas, c'est là tout à l'heure, là pendant le cours, j'en ai pas parlé, ou pourquoi une entreprise, sur nos projets au boulot, je le mets pas en place? J'en sais rien. Pourquoi Ok. je sais pas si En tu gros, l'utilises en fait, j'en sais rien. C'est pour ça. ok. Alors, bon, déjà pour savoir, avec Docker Compose, je suis pas super au point, donc je suis en train de me former dessus. Donc, du coup, pas forcément la semaine prochaine, mais celle d'après, ben, je pourrais du coup mieux expliquer comment ça se passe. D'accord. Peut-être avec le soutien de Wizbug, ça pourrait être cool. Sinon, Euh, là, Simplement, euh, qu'est-ce que c'est, tu vois? Est-ce que c'est vraiment une utilité oui, à faire ou complètement. c'est. Ça permet d'automatiser la création de tes conteneurs en fait. Ça fait un maximum de boulot pour toi. Ça te permet aussi de créer des ensembles de conteneurs. Enfin, c'est vraiment hyper puissant. Mais j'en D'accord. parlerai. Je vais faire un cours dessus, mais plus tard. Ok, très bien. Je Ça marche. continue juste, Kevin. Ouais. Ce que j'ai retenu, c'est genre, tu vois, par exemple, si tu as genre 8 microservices, admettons, et que chacun, ils ont besoin de monter leur conteneur, tu vois. Genre, si tu veux démarrer chacun de tes microservices en lançant leur conteneur, à chaque fois, tu vas aller dans ta ligne de commande, tu vas aller dans chaque fichier, enfin, chaque dossier, je veux dire, chaque microservice, et tu vas à chaque fois lancer ton conteneur, tu vois. Ouais. Et en fait, le Docker Compose, en fait, si tu veux, il va te permettre de tout lancer. Juste, en fait, tu vas lancer ton Docker Compose et c'est lui qui va s'occuper de tout lancer en fait à ta place. Ok, en fait, t'as fait un groupe et ce groupe contient tous tes conteneurs, c'est ça? Et en gros, genre, tu auras un Docker Compose et dans chaque dossier, dans chaque microservice par exemple, tu auras un Dockerfile. Ce D'accord. Dockerfile
tu auras des instructions précises pour démarrer ton conteneur, etc. par exemple, tu vois. Et ton Docker Compose, lui, il va lancer tout ça, tu vois. Il va aller D'accord. chercher en chaque projet le Dockerfile pour le lancer. Et Et ça, du coup, tout démarrer. d'accord. Et ça, c'est toi qui le paramètres en disant quel file lancer. Ouais, après, oui, c'est que de la config, quoi. D'accord, très bien. Merci. Enfin, tu me dis si je me trompe, Nicolas, mais après, peut-être que c'est Non, un non, peu résumé brièvement, mais... c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. J'ai résumé du coup ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? La semaine prochaine, mercredi prochain, on va du coup voir comment créer une image à partir de zéro, à partir du Dockerfile. On va voir vraiment comment créer une image. Ensuite, on va voir du coup comment et on va voir du coup un truc qui s'appelle Docker Swarm, qui est embarqué avec Docker, qui permet de faire des clusters de conteneurs Docker en fait. Ça permet de faire quoi? Ça nous permettra d'avoir une répartition de charge et de la haute disponibilité. Ensuite, ce qu'on fera aussi, il va falloir du coup qu'on voit du coup, on verra du coup, en plus de ça, on verra le mappage, donc mapping au niveau des ports plus des fichiers. C'est-à-dire qu'on permettra de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Non, excusez-moi, je recommence. En gros, ça va nous permettre de faire, c'est de rendre notre conteneur accessible depuis l'extérieur au travers soit des ports, c'est-à-dire que on va mapper un port de notre conteneur sur notre machine, ou alors on va du coup mapper du coup un répertoire de notre conteneur sur notre machine physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des échanges de fichiers entre l'hôte physique et le conteneur, notamment peut-être des fois pour la persistance, ça pourrait être cool. Et au niveau des ports, en fait, le mappage des ports, ça permettra tout simplement de rendre un conteneur accessible depuis l'extérieur. Donc, quand on interrogera notre machine sur un certain port, la redirection, en fait, la connexion sera redirigée. La connexion établie sur ce port de la machine physique sera tout simplement redirigée dans le conteneur et on sera isolé dans le conteneur. Donc, on verra ça. Ensuite, on verra du coup comment créer une image. On fera une petite image, je pense, on jouera avec Python, hein, voilà, pour pas changer, hein, j'ai envie de vous dire. Et si on a le temps, on introduira du coup la clusterisation de conteneurs en fait, avec Docker Swarm, qui est du coup nativement installé avec Docker. Voilà, donc ça c'était le petit résumé pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour moi. Ok. Zogman, pour toi, Non, bah non. Après, moi, faut si j'en ai... pratiquer. Là, pour le coup, j'en ai pas directement besoin, donc je sais Ça même marche. pas si je serai là la semaine prochaine, en fait. Ok. Après, je sais pas si, à un moment donné, tu pourras prendre 5 minutes pour, par rapport à ce qu'on avait vu en JavaScript, Oui, sur les bah, bien sûr. suite au cours de JavaScript, si tu pourras prendre 5 minutes sur, Bah, pour là maintenant de suite, hein, s'il y a pas d'autres questions, on enchaîne de suite, et après j'y vais, mais y a pas de souci. Non, pas pour Ouais. moi. Pour moi, c'est bon. Ça marche. Bah, écoutez, pour qui c'est bon, ben, bonne soirée à tous et puis à demain les gars. Ben, merci à toi, Nicolas. Franchement, t'es un boss. Merci. Tiens, chef. Bon, allez, les gars, ciao. Ciao, Allez, bonne salut. soirée, au revoir. Ouais, bonne soirée, ouais. Bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.